clôturer ce salon Empreinte Expo avec vous sur une thématique quand même assez parlante. Et en tout cas pour entamer cette table ronde, on va commencer par Thomas Meyer. Vous êtes directeur général de la SOCAPS, coopérative qui accompagne mondialement les industriels dans l'assistance technique, le recrutement et le conseil pour une industrie plus responsable et durable. Vous êtes parmi les premiers, le premier même en Normandie à adopter la qualité d'entreprise à mission. Je propose qu'on commence, en tout cas pas que pour moi, mais aussi pour l'auditoire. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste la qualité d'entreprise à mission ? Mais oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc l'entreprise à mission, c'est un dispositif du droit français qui a été permis par la loi Pacte en 2019, promulguée en 2020, qui permet aux entreprises qui le choisissent, qui font ce choix volontaire entrepreneurial, d'inscrire dans leur statut une raison d'être, d'une part, mais aussi de traduire cette raison d'être en objectifs d'impact statutaires, sociaux et ou environnementaux, et enfin de doter l'entreprise d'un dispositif de pilotage qui s'appelle le comité de mission et de se soumettre à un audit externe conduit par un organisme tiers indépendant, OTI, sur un rythme qui dépend de la taille de l'entreprise, et ainsi d'adopter un processus de transformation choisi, autocontrait, public, vers plus d'empreintes sociales et ou environnementales à la main de l'entrepreneur et à la main de l'entreprise. Donc sans vouloir vulgariser ce qu'on vient de se dire là, concrètement, c'est le fait de pouvoir s'engager sur des thématiques que l'on considère importantes, pour soi, mais également pour l'ensemble des parties prenantes et pour la collectivité. C'est vraiment ça, l'entreprise à mission. C'est le fait de pouvoir choisir et de l'inscrire dans le marbre. Exactement, c'est faire ses choix à soi, en fonction de son histoire, sa culture, son marché, son modèle économique, son métier, de les inscrire dans ses statuts pour les inscrire sur le temps long et de le piloter avec une gouvernance. La loi dit avec au moins un représentant des salariés, donc en incluant, en intégrant dans la gouvernance de la mission ses collaborateurs, et de faire ça de façon publique, puisqu'on a une obligation de publication, notamment du rapport OTI. Et donc c'est un processus extrêmement puissant par rapport à toute forme d'autres labels ou autres d'engagement. C'est vraiment un processus très très ancré dans l'entreprise. Je me permets simplement une petite parenthèse juridique, puisque vous venez de dire que c'est très puissant. C'est quelque chose qui, à partir du moment où c'est inscrit dans les statuts, est opposable au tiers. C'est-à-dire qu'en fait, on peut venir, excusez-moi, j'ai aussi une barbe, mais vous chatouiller les moustaches si demain, effectivement, vous ne remplissez pas ce critère ou ces critères-là d'engagement. On est d'accord ? Eh bien oui, c'est d'ailleurs tout l'intérêt du dispositif, c'est que c'est pas je paye, j'ai un label, c'est je choisis d'intégrer dans mes statuts une démarche et des combats qui me sont propres, et on peut venir me dire à toi, dirigeant d'entreprise, mais dis donc, tu n'as pas fait ton boulot, ok, les KPI financiers sont au rendez-vous, mais tu avais aussi dit que, on en est où là-dessus ? Et ça change tout. Ça change tout, effectivement, un engagement fort. On aurait même pu appeler ce salon-là le salon de l'engagement, tellement effectivement depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'engagement des entreprises. Alors, on vient de l'évoquer, c'est un engagement fort, responsable, dans lequel vous intégrez vos parties prenantes. Pourquoi avoir fait ça ? Alors, il y a 2000 entreprises en France qui ont fait ce choix-là, un peu plus de 2200 même au dernier décompte récent, qui représentent 1 million de salariés. Donc, ce n'est pas 3 hurluberlus au fin fond de la Normandie qui ont choisi ça. Hein. C'est un mouvement, une espèce de vague qui se développe en France, tranquillement, mais quand même à un rythme soutenu. Et ces entreprises-là choisissent ce dispositif pour tout un tas de raisons. Chez nous, chez SOCAPS, on l'a fait à un moment où on avait besoin de réimpulser une dynamique en cœur de Covid et de dépasser les statuts. On est une coopérative, c'est compliqué. Il y en a qui sont sociétaires, pas sociétaires, qui ont des actions, qu'on n'ont pas, qui sont salariés, qui sont prestataires, qui sont indépendants chez nous. Et donc, on avait besoin d'unifier toutes nos parties prenantes internes et nos équipes autour de quelque chose qui nous transcende. Et c'est comme ça qu'on a choisi la mission, en travaillant avec les équipes pour faire en sorte d'avoir un surplus d'engagement. Et c'est ce qui a été le driver initial de notre choix à nous de devenir société à mission. Mais il y a plein d'autres cas qui se posent en fonction du contexte des entreprises. On voit bien que ces choix d'engagement-là peuvent venir soit de l'effectif, c'est-à-dire des collaborateurs, soit de la gouvernance. Dans votre cas, à vous, c'est plutôt venu de la gouvernance. Est-ce que c'est quelque chose que l'on constate à chaque fois ? Est-ce que finalement, l'engagement entreprise à mission, contrairement à d'autres engagements qui peuvent paraître plus accessibles à tout le monde, avec des actions plus accessibles à l'ensemble, est-ce que l'entreprise à mission, c'est véritablement quelque chose qui vient de la gouvernance ? Ou est-ce que parfois, peut-être pas traduit comme entreprise à mission, peut-être pas traduit comme ce sujet-là, mais est-ce que ça peut venir des collaborateurs qui disent dans cette quête de sens, on voudrait aller jusque-là en tant que tel ? Bon, ça peut venir des deux. Après, ce qui est sûr, c'est que la décision de faire le pas nécessite un vote en Assemblée Générale extraordinaire. Donc, il faut non seulement la gouvernance, mais aussi les actionnaires. Sinon, il n'y a pas de modification des statuts. Donc, une des caractéristiques, une des particularités du dispositif de l'entreprise à mission, de la société à mission, c'est qu'il faut que toutes les parties prenantes internes soient globalement alignées. Sinon, ça ne va pas marcher ou ce ne sera pas génial en termes de résultats.
Très bien, merci. Alors, vous nous avez évoqué qu'il y avait pas mal d'entreprises qui étaient déjà ancrées là-dedans. Je propose qu'on passe avec vous, Adeline Lescane-Gauthier. Vous êtes directrice générale du groupe Nutri-7, qui développe des solutions nutritionnelles pour traiter et prévenir la malnutrition chez les populations les plus vulnérables. Avec des clients assez prestigieux dans le monde, avec une activité très particulière. Thomas Meyer vient nous présenter, nous rappeler en quoi consiste la notion d'entreprise à mission. Avant la loi Pacte, avant la loi 2019, il y avait déjà un statut, il y avait déjà des choses qui existaient pour les entreprises qui souhaitaient, comme vous d'ailleurs, s'inscrire dans cette démarche-là, inscrire dans le marbre des engagements qui étaient extra-financiers. Nutri-7 a fait partie des premières entreprises à s'y lancer. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce pan de l'histoire, sachant qu'aujourd'hui vous n'êtes pas allé jusqu'à l'entreprise à mission, mais néanmoins vous aviez engagé cette démarche et vous étiez parmi les précurseurs pour le faire. Oui, tout à fait. Alors nous, on n'a jamais été numéro 1 dans l'entreprise à mission, on était le 0 à travailler. Et nous, on a travaillé sur un objet social étendu. Ce n'était pas des statuts particuliers, hein. Tout le monde peut avoir un objet social étendu dans ses statuts. On a travaillé sur ce sujet-là à un moment, alors parce que l'école des mines travaillait sur ce sujet, qu'Isabelle, qui est dans la salle, a porté ça très fort chez nous et en parlerait certainement mieux que moi aujourd'hui. Et parce qu'on avait une transition aussi générationnelle et on s'est dit qu'il pouvait y avoir une transition de gouvernance qui allait à plein d'endroits et pour les actionnaires, pour tout le monde dans l'entreprise en fait, mais c'est parti vraiment des actionnaires, il y avait un besoin de pérenniser ce mandat. On avait bien conscience que ce mandat il peut être impacté, comme en ce moment, par des budgets de Trump qui s'arrêtent. Il y a plein de choses dans le monde qui pouvaient impacter ce mandat. Mais les actionnaires voulaient être sûrs que par-dessus tout, le mandat qui est de participer à lutter contre la malnutrition soit pérennisé dans le marbre et donc dans les statuts. Et au-delà de ça, dans le travail aussi de transition et dans ce qu'on voulait laisser acter dans l'entreprise, c'est la façon de le faire. Et donc nous, ça passe par des engagements. Et on a 9 engagements qui ont été écrits il y a plus de 10 ans et qui encore aujourd'hui sont sans aucun doute en fait les bases de notre ADN, dans notre façon de travailler. Et ils permettent aussi à chacun des collaborateurs de se retrouver autour d'un mandat fédérateur très très fort et des façons de faire aussi très importantes. Très bien, merci. Et donc justement, alors vous évoquez les collaborateurs, comment eux le vivent ça au sein de l'entreprise, ces engagements-là? Parce qu'au final, quand on est une entreprise qui lutte contre la malnutrition dans le monde, alors je vais peut-être paraître naïf dans ma question, mais qu'est-ce que l'on a à prouver d'autre? Qu'est-ce que l'on a à engager d'autre comme envie d'aider la collectivité, le monde finalement à aller mieux? Alors je crois que c'était justement qu'on n'avait rien à prouver, c'est pour ça qu'on n'est pas passé après, parce qu'on aime bien rester un peu en parallèle des autres. Mais l'idée pour les collaborateurs, je pense je ne suis pas sûre qu'on sache l'animer vraiment au quotidien. Par contre, sur les assemblées générales, sur les moments critiques et stratégiques de l'entreprise, on va reprendre le mandat quelque part. Je crois tout le monde l'a en tête et même si on doit le rappeler parfois, il est vraiment très très fort. Par contre, les engagements, la façon de le faire, c'est quelque chose qu'on reprend régulièrement quand on va écrire une feuille de route. Et puis tous les ans, devant l'Assemblée générale, même si on avait une commission qu'on n'a pas fait depuis quelques années et c'est pas bien, pour plein de raisons opérationnelles qui ne le justifient pas. Néanmoins, devant les actionnaires, la présentation des équipes aux actionnaires reprend ces engagements et reprend ce mandat. Et donc, c'est un moment très fort aussi pour les équipes de dire aux actionnaires qu'il y a aussi une boîte familiale qui, dans l'imaginaire et la réalité collective, a créé l'entreprise, etc. De dire ce que vous avez voulu laisser, en fait, finalement, on l'anime encore aujourd'hui au quotidien, même si on ne s'en rend pas compte au quotidien. Vous avez tous les deux évoqué cette notion d'actionnariat. Forcément, c'est une décision de gouvernance qui doit être validée en Assemblée générale. Comment on vend, si je peux me permettre ce mot-là, comment on vend un projet entreprise à mission à des actionnaires? Mais en fait, ils nous l'ont imposé, nous. Oui, vous l'imposez, ok. Thomas Meyer, je ne sais pas si vous pouvez compléter cette partie de réponse-là. Est-ce que finalement, on a besoin de les convaincre ou est-ce que finalement, nos actionnaires sont généralement en phase avec la vision qu'on peut avoir en termes de direction générale et ça suit son cours? Bon, alors chaque entreprise là-dessus est parfaitement bien sûr autonome, et il y a plein de situations différentes. Moi, je viens du monde coopératif, donc la notion d'actionnaire, c'est la notion de sociétaire, c'est encore quelque chose un peu différent. Particulier. En général, on peut dire qu'une partie de l'actionnariat en France et en Europe en particulier ont cette envie de plus d'engagement, de transparence sur le délivrable, de KPI, de normes ESG, etc., qu'ils ont la capacité de remonter, en particulier les fonds à impact et les fonds qui sont actifs sur ces sujets. Bon, et à l'évidence, ce n'est pas le cas de tous les actionnaires.
Et à l'évidence, tu parlais des États-Unis en ce moment. Non, l'ensemble du monde et le monde de la finance d'un point de vue général n'est pas toujours d'accord. Mais on a la chance d'avoir des banques en particulier qui sont aussi actionnaires à travers des fonds d'entreprises qui ont une attention très particulière sur ce qui est fait de cet argent. Et ça, c'est quelque chose qui aussi incite l'économie réelle à venir travailler ses approches et travailler son why, travailler son rapport au bien commun. Et ça, c'est quelque chose qui a changé depuis quelques années et qui n'est pas partout, mais qui est de plus en plus présent. Justement, je vais changer un peu l'ordre de passage. On vient de parler des banques, ça m'amène à une transition extrêmement facile. Isabelle Nando, vous êtes secrétaire générale et responsable entreprise à mission au sein du Crédit Agricole Normandie Seine. Si tant est qu'il faille présenter le Crédit Agricole, c'est une banque. On vient d'évoquer le nom d'une banque. Une banque mutualiste, engagée pour et dans son territoire. Justement, on parlait de cet engagement ou cette volonté des banques parfois d'avoir cette implication-là. Quels sont les facteurs qui ont permis, les facteurs clés qui ont permis au Crédit Agricole de se lancer en fait dans cette démarche et surtout d'y arriver finalement? Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, nous sommes une banque coopérative et mutualiste depuis plus de 140 ans. Et donc, l'histoire et la genèse de notre histoire d'entreprise à mission, finalement, elle débute il y a 140 ans. Puisque ça fait 140 ans qu'on est très investi sur l'accompagnement de la société, d'accompagner tous nos clients dans tous leurs projets, que ce soit dans les bons et les mauvais moments, mais aussi d'être un acteur majeur des territoires en local, puisque nous sommes une banque de plein exercice. Et donc, c'est une décision de Normandie Seine d'avoir pris cette qualité de société à mission. Et donc, lorsqu'on a pris cette décision, c'est un peu comme ce qu'expliquait tout à l'heure mon collègue, c'est le Covid. En termes de quête de sens, on a eu besoin de se dire comment on pouvait encore plus incarner ce que l'on est depuis longtemps. On a pris cette décision, donc comme on le disait tout à l'heure, effectivement, nous, on n'a pas d'actionnaires, on a effectivement des sociétaires. Donc, on a fait une assemblée générale extraordinaire où on a présenté notre projet. Alors, on a fait des exercices à blanc, on a mené toute une réflexion pour pouvoir se dire sur quoi on pouvait, nous, agir en tant que banque, assurance et immobilier, parce qu'on a les trois aspects, pour pouvoir accompagner nos clients et la société sur ces sujets. Et pour répondre à votre question sur comment on y arrive, déjà, il faut commencer par poser quelque chose de très, très important pour nous, c'est d'être humble. C'est-à-dire que c'est le fait de devenir une entreprise à mission, ça demande de se structurer, ça demande aussi d'accompagner les collaborateurs, les clients et nos sociétaires, mais aussi nos présidents et secrétaires de caisse locale, sur le fait de bien comprendre ce qu'impliquent ces notions. Puisque ces notions-là, elles peuvent être aussi assez abstraites, il faut se le dire. Et donc là, cette qualité qu'on a pris donc en 2024, aujourd'hui, j'utilise le mot humble parce que c'est clairement ça. On a commencé par un dispositif d'embarquement. Donc ça serait encore un peu tôt pour vous dire qu'on y a réussi. On a la qualité. Mais en tout cas, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que tout à chacun, donc que ce soit nos sociétaires, mais aussi, bien évidemment, nos collaborateurs et aussi nos présidents et secrétaires de caisse locale, qui sachent en parler simplement, que ce ne soit pas un projet, effectivement, qui descende et qu'on ne sache pas à quoi ça corresponde. Donc là, aujourd'hui, là où on en est, c'est véritablement ça. C'est de donner du sens par la preuve, par des actions concrètes, qui fait que l'on incarne petit à petit cette société et cette qualité de société à mission, mais le chemin, il ne fait que commencer finalement. Alors évidemment, et on vous souhaite bien sûr tout le succès possible. Vous évoquez les collaborateurs, vous évoquez les sociétaires, il y a une dimension humaine très forte dans la façon dont vous menez cette action. Comment ça se traduit justement auprès de vos collaborateurs, cette dimension humaine qui semble forte pour vous? Comment elle se traduit au sein de vos engagements d'entreprise à mission? Alors, on a pris 5 engagements qu'on a inscrits dans nos statuts, dont notamment, par exemple, de favoriser l'inclusion et l'insertion sociale sur notre territoire. Et donc, cela fait, comme je le disais tout à l'heure, déjà de nombreuses années qu'on est très impliqués à être des mécènes, évidemment, des actions sociétales de notre territoire, mais aussi d'en impulser en interne, mais aussi en local. Donc, on a été très tôt impliqués sur la notion du handicap.
Depuis plusieurs années, on a aussi un réseau de collaborateurs qui s'appelle Cultivons la diversité et qui va dans l'entreprise partager et relayer des messages sur ces sujets pour pouvoir mettre en place des actions et accompagner ces thématiques. Et donc aujourd'hui, comment on fait ? Eh bien, c'est ce que je vous disais. On est parti sur un embarquement avec des ateliers très concrets avec nos équipes pour pouvoir aller au-devant des collaborateurs. Donc, on a déjà eu une phase où on leur a constitué un guide mémo pour pouvoir tous pouvoir se référer aux ambitions sur lesquelles on s'appuie, sur nos enjeux, sur là où on veut aller. Et avec ces ateliers d'embarquement, on va aussi aller les chercher sur quelles preuves existantes on a depuis, comme je le disais, assez longtemps, mais aussi qu'est-ce qu'on peut encore construire, quel est le petit plus que l'on peut amener par rapport à notre secteur d'activité, à la société en tant qu'entreprise à mission. Donc si je vous donnais un exemple, ça serait par exemple d'être de plus en plus attentif à mettre en place des ateliers de prévention sur l'éducation budgétaire. On ne va pas être que sur des personnes qui vont être en difficulté financière, mais on a aussi les jeunes qui ont besoin d'avoir une structuration autour de ces éléments-là qu'ils n'ont plus forcément dans leur caractère privé. Donc ça fait partie de notre savoir, de notre savoir-faire. Donc on va être attentif à développer ces sujets-là. Et puis, bien évidemment aussi, d'être toujours en proximité avec nos clients. Et donc, dans nos objectifs, dans le terme d'humain, c'est bien ça. C'est de veiller à ce que notre organisation, la compétence de nos collaborateurs en agence soit toujours au plus près de nos clients. Au plus près des clients. Merci beaucoup. On va continuer sur cette logique un peu collaborateur avec vous, Nicolas Ravier. Vous êtes président associé de RIC. RIC, c'est un groupe familial spécialisé dans les solutions logistiques globales, transport, entreposage, affrètement, ingénierie supply chain, avec un fort engagement vers la durabilité et une présence solide dans le territoire, en Europe et au-delà. Pourquoi vous êtes lancé dans cette démarche et finalement, comment ça se ressent sur le terrain auprès de vos collaborateurs? Comment un chauffeur concrètement qui travaille au sein de l'entreprise ressent cet engagement que vous avez pris d'être une entreprise ayant la qualité d'entreprise à mission? Bonjour à tous. Déjà, je pense qu'il faut parler de choses concrètes parce que nous, dirigeants, on peut philosopher, avoir des visions, mais concrètement, pourquoi on l'a fait? D'abord, le comment, c'est à travers... avec Thomas, qui était la première entreprise à mission en Normandie, et à travers Enway, qui est une société qui regroupe 140 dirigeants normands. Dont vous faites partie? Dont je fais partie et que je préside aujourd'hui. Et donc c'est venu de là, et derrière c'est venu de piliers qui existaient dans l'entreprise. En fait, on avait déjà des piliers depuis des années. Je donne des exemples, par exemple au niveau métier, parce qu'on est quand même un métier qui pollue beaucoup, extrêmement nécessaire, mais qui pollue beaucoup. Donc dès 2009, on signait une charte européenne qui s'appelle Responsible Care, dans laquelle on s'engageait à réduire notre empreinte carbone. Ça nous a amené à acheter des camions de dernière génération. À l'époque, c'était Euro 5, puis après Euro 6. Mais c'est important parce que le rejet des camions est en grande partie, à peu près 18% du rejet, le transport au niveau de la pollution. Après, en 2013, on a décidé de limiter la vitesse de nos camions à 80 km/h. Alors comme ça fait 10 km/h, c'est pas grand-chose, mais ça a un aspect environnemental parce que ça nous a permis derrière de réduire de 2 litres au 100 la consommation. Et ça permet aussi au niveau sociétal de permettre à nos conducteurs, vous demandiez une application tout à l'heure, qui n'a rien à voir avec l'entreprise à mission, mais qui a une application dans les actions. Qui fait partie de la chose. Ils n'ont pas besoin de doubler. Donc déjà, ils vous embêtent moins sur la route. Généralement, vous ne verrez pas un camion de RIC sur la gauche. Et donc, il y a moins de stress, moins d'accidentologie, etc. Un autre exemple dans le métier de la logistique, maintenant, on ne construit plus que des entrepôts. Le dernier sur la 13, que certains ont peut-être vu, qui permettent de stocker entre 30 et 50% de plus de palettes au mètre carré. Donc, ça permet de respecter la loi ZAN, pour ceux qui connaissent, une loi qui limite l'empreinte au sol. Et c'est assez simple, et en plus, ça coûte que 5% plus cher. Donc, au final, ça reste une bonne opération, parce que c'est ça qui est aussi important, c'est l'objectif d'une entreprise. La mission, c'est toujours de créer de la valeur. C'est pas de ne pas créer de la valeur. C'est important de le rappeler, ça.
On y reviendra, mais c'est important Voilà. de le rappeler, effectivement. Donc, le dernier pilier qui nous a permis, un des derniers piliers, c'est en 2020, pareil que pour le Crédit Agricole. Le Covid nous a tous fait beaucoup réfléchir et on a complètement modifié la gouvernance. On avait une gouvernance très verticale, hein, comme dans pas mal d'entreprises familiales ou anciens modèles comme les nôtres. Et on est passé à une gouvernance collaborative. Exit le CODIR. Bonjour le COPIL, en soi c'est juste un mot mais c'est important, un comité de pilotage. Au lieu d'assister dans une verticalité, chacun a un rôle et chacun participe à un projet commun. Ils ont tous été formés à l'intelligence émotionnelle, au codev, au co-développement, qui sont des principes de travail en commun, au feedback, c'est important. Passer de l'oral à l'écrit, j'imagine. Oui, aussi, oui, exactement. Et donc... c'est dans cet esprit-là que tout ça s'est créé. Et donc, de fait, quand on a partagé avec Thomas sur ce sujet de l'entreprise à mission, en 2022, lors d'un séminaire de notre colonne vertébrale, des 50 cadres et agents de maîtrise, je leur ai proposé, et si on devenait entreprise à mission ? Alors, Thomas nous a fait toute la partie technique de l'entreprise à mission. J'ai voulu leur faire ça au début. Donc, après, j'ai essayé de simplifier en disant on va plutôt partir sur des exemples précis pour qu'ils comprennent pourquoi on y va. Parce que c'est ça aussi, vous demandiez après, mais qu'est-ce que ça change ? Ça ne change rien au début. Hein. Parce que comme toute chose qu'on met en place, c'est la politique des petits pas, on y va doucement. Donc en interne, ça ne change rien, mais ça change quand même, je vais y revenir après. Par contre, en externe, ça nous a permis de recruter des talents qu'on n'aurait jamais recrutés si jamais on n'était pas dans cette démarche. En fait, c'est aussi s'inscrire, il ne faut pas rêver, on devient aussi entreprise à mission parce que c'est une marque. Ça permet de se mettre sous une coupole qui nous permet derrière d'afficher nos valeurs, d'afficher une vision précise aussi, c'est important, que ce soit en interne ou en externe de l'entreprise, qui permet, parce que j'ai fait un petit sondage avant de venir, parce que qu'est-ce que ça représente pour moi, ça n'a pas grand intérêt, mais qu'est-ce que ça représente pour nos principaux collaborateurs, ça a de l'intérêt. Donc je vais vous dire que pour tout ce qui est cadre dirigeant, cadre et agent de maîtrise, ils ont intégré, parce qu'on les a formés aussi. Maintenant, l'enjeu, après 2 ans, c'est nos ouvriers. Et nous, c'est 70% de l'entreprise. C'est d'aller sur le terrain. Voilà. Ça va être les conducteurs et ça va être les manutentionnaires. Je peux vous garantir que leur problématique à la fin du mois, c'est absolument pas l'environnement et toute cette partie-là. Donc, comment est-ce qu'on peut concrétiser de manière très visuelle, concrète pour eux, comment ça se passe et comment, à travers autre chose que ça, ils peuvent l'intégrer. Et donc, nous, là-dessus, on essaye de développer aujourd'hui des moments où on va appeler ça des stops, où en fait on s'arrête dans une journée pour essayer de créer un collectif, mais par petites équipes. Parce qu'en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est beaucoup sur les réseaux, on n'est pas connectés les uns aux autres. Et comment on fait pour reconnecter les gens les uns aux autres pour qu'en fait ils aient plaisir à venir travailler dans l'entreprise. Voilà. Concrètement, ça peut être des exemples de très parlant, merci beaucoup. On va y revenir, je vous reposerai encore une question juste après sur ce sujet-là. Je voudrais qu'on entende Guillaume Haribaud, directeur général de Transdev. Si vous avez un micro, c'est parfait. Alors Transdev, on en a parlé toute la matinée puisque vous aviez eu d'autres intervenants qui étaient venus sur notamment l'insertion. C'est un groupe français de mobilité, opérateur mondial de transport public, présent dans 19 pays, avec une vocation forte pour le développement durable tournée vers l'intérêt général. Vous représentez aujourd'hui Transdev Rouen. Petit clin d'œil, si je ne me trompe pas, Transdev Rouen était anciennement connu sous le nom de TCAR, c'est ça, hein, qui existait depuis 1877. C'est ça. On est l'opérateur historique des transports publics sur la métropole Rouen-Normandie. Ouais. Alors vous faites pas du tout votre âge, vraisemblablement. Donc merci de nous faire ce petit clin d'œil-là, parce que c'est important aussi, parce que s'engager dans ce type de démarche-là, entreprise à mission, ça suit parfois en fait une histoire, une volonté profonde. Vous accompagnez la métropole dans sa transformation de la mobilité sur le territoire. En quoi finalement cette qualité d'entreprise à mission vous aide à le faire, à finalement être crédible aussi sur ce sujet-là? Alors en fait, moi je vais juste expliquer pour répondre à votre question comment on en est venu à l'entreprise à mission. Deux sujets. En 2022, on a avec la métropole lancé un nouveau réseau de transport, on a revu les lignes de bus, etc. Et puis la métropole sortait en même temps ses documents de programmation qui sont le plan de mobilité
et elle a actualisé le plan climat-énergie territorial. Bon, et ces documents de programmation se mettaient en perspective de l'enjeu de neutralité carbone en 2050, donc la réduction de 80% des gaz à effet de serre sur le territoire, ce qui est un changement de paradigme absolument total. Bon, et nous, on s'est posé la question de se dire, mais qu'est-ce que ça vient impacter chez nous? Bon, ça vient impacter que d'ici 2035, il faut augmenter de 40% la fréquentation des transports publics. Il faut multiplier par 5 l'utilisation du vélo sur le territoire métropolitain. Et il faut diminuer de 20 points l'utilisation de la voiture dans les déplacements quotidiens. Bon, ce qui est absolument considérable. Bon, c'est un changement de paradigme. Bon, et nous qui sommes très orientés sur l'excellence opérationnelle de notre prestation, il faut faire passer des bus, des trams à l'heure de manière répétitive tous les jours, aux mêmes horaires, etc. On s'est dit, il y a un supplément à aller chercher. Voilà. Bon, et donc, quel outil pour aller travailler ce sujet? Et on s'est orienté sur l'entreprise à mission. Donc, on a travaillé avec le comité de direction sur notre raison d'être, qui est très orientée sur ces deux sujets que sont l'excellence de la prestation quotidienne, de la prestation quotidienne au service des habitants, et puis le fait qu'on accompagne la transformation du territoire. Et on a déterminé 3 ambitions, d'être un acteur majeur pour le report modal, de maximiser notre impact positif au service du territoire, et puis de nous transformer pour accompagner la transformation du territoire. Voilà. Bon, et c'est ensuite, maintenant que nous sommes dans le déploiement, puisque eh bien, on a profité de l'année 2024 et 2025, puisqu'on avait une échéance très importante qui était le renouvellement de notre contrat avec la métropole, pour construire tout ce qui va, entre guillemets, concrétiser l'entreprise à mission. Et donc, on a construit 11 programmes, thématique par thématique, très en lien avec l'entreprise à mission pour la rendre concrète. Et donc, on entame ce travail dès à présent. Alors justement, je vous posais un peu la même question que j'ai posée aux autres. Concrètement, comment finalement ces engagements-là, ces programmes sont déclinés sur le terrain? Est-ce que vous en êtes déjà là? Est-ce que ce n'est pas encore arrivé à maturité sur cette partie-là? Mais comment finalement les équipes ressentent cet engagement? Alors nous, on est devenu entreprise à mission le 18 juillet 2024. Bon, et comme je vous l'ai dit, après ça, on s'est lancé dans le renouvellement de notre contrat avec la métropole, qui nous a beaucoup occupé, mais qui nous a permis vraiment de mettre en perspective tout ce qu'on allait faire au cours de la nouvelle délégation de service public qui commence le 1er janvier prochain. Bon, et là, on entre maintenant, là, dans les jours qui viennent, dans le déploiement de tout ça. Donc, on va lancer un projet d'entreprise, un nouveau projet d'entreprise. On en a un actuel qui se termine le 31 décembre. Ce projet, il s'appelle Impact Plus et il va être calé sur les 3 ambitions statutaires de l'entreprise. Et au sein de ces 3 ambitions statutaires de l'entreprise, il va y avoir donc, ces 11 programmes métiers répartis donc, dans ces 3 ambitions. Et puis, on a travaillé le modèle managérial de l'entreprise, qu'on va également, un nouveau modèle qu'on va déployer en impliquant l'ensemble de la structure managériale. On fera ça début 2026. Et ensuite, tout notre enjeu, ça va être de passer de manière très très concrète sur le terrain pour impliquer les 1300 agents de Transdev Rouen, mais également nos partenaires, dans la concrétisation de notre mission. Bon, donc ça va être des choses très concrètes qui vont impliquer le marketing, l'expérience des voyageurs, enfin voilà. Et l'objectif, c'est de rendre ça très concret auprès de nos 800 conducteurs, par exemple. Donc on va travailler sur les gestes métiers, la façon dont ils exercent leur travail au quotidien, avec un objectif qui, bien entendu, ça ne sera pas forcément simple, qu'ils connaissent la raison d'être, les ambitions, mais qu'ils sachent qu'ils incarnent la mission de service public que nous exerçons depuis près de 150 ans, mais qu'il y a un supplément au service du bien commun par le biais de ces outils-là. À vous entendre, on sent qu'il y a un vrai défi derrière. En quoi est-ce véritablement un défi? Comment vous l'envisagez? Est-ce que vous l'envisagez avec beaucoup de sérénité parce que vous sentez que finalement l'entreprise peut porter ça? Est-ce que c'est un vrai défi managérial, humain? Alors le métier du transport public n'est pas forcément connu, c'est un métier de passionné. Donc, d'accord, c'est peut-être aussi ce qu'on ressent dans votre discours. On peut être confiant sur le fait d'obtenir l'implication de nos agents à ce sujet-là. Nous, tout notre défi, je crois que c'était dans la table ronde, c'est que ça ne reste pas simplement déclaratif, mais que ça soit une vraie incarnation. Et notre volonté, c'est que ça soit une incarnation, effectivement, aux différents échelons de l'entreprise. Donc, on a tous visiblement les mêmes enjeux qui sont d'arriver déjà. Le comité de direction est extrêmement convaincu. Les 50 cadres le sont aussi. Et après ça, il faut qu'on descende en dessous aux agents de maîtrise, puis aux salariés. Mais c'est ce qu'on va faire. Et on va le faire avec ce que je vous ai énoncé, le déploiement
périmètre par périmètre, de feuilles de route très précises, impliquant les salariés dans l'exercice de ces 3 ambitions, la mise en œuvre de ces 3 ambitions. Et avec l'enjeu, effectivement, comme je le redis, mais que dans les actes quotidiens des salariés, il y ait ce supplément où ils aient conscience qu'on travaille vraiment à la transformation du territoire, puisque, je le redis, dans les 25 ans, il faut arriver à la neutralité carbone et on ne le fera pas avec les outils d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par vous, mais je vais poser la question à tout le monde. On a encore un petit peu de temps devant nous sur cette table ronde. Est-ce que finalement, on a évoqué beaucoup des actions que vous menez dans le cadre de votre engagement et de cette qualité-là, alors que vous ayez la qualité d'entreprise à mission, que ce soit des programmes et une volonté d'aller plus loin dans cet engagement-là. Est-ce que c'est un enjeu fédérateur? Alors on a parlé beaucoup d'interne. Est-ce que c'est aussi un enjeu fédérateur par rapport à l'externe, par rapport aux parties prenantes externes? Je ne parle pas que des clients, parce qu'on a parlé effectivement de ceux qui peuvent être intéressés parce que vous répondez à certains critères, ou parce qu'ils vous l'imposent, ou qu'ils vous demandent des engagements précis. Mais est-ce que c'est fédérateur au niveau extérieur? Est-ce que finalement ça vous a amené des collaborations peut-être inattendues, peut-être des contacts particuliers? Est-ce que le fait de faire partie de cette communauté a amené quelque chose en plus? Pourquoi je vous pose cette question? Vous comprendrez l'angle, c'est que dans la tête de beaucoup entrepreneuses aujourd'hui, l'isolement, alors peut-être un peu moins selon la taille de structure, mais l'isolement du dirigeant ou de la dirigeante d'entreprise, il est très ancré. On va parfois chercher aussi des moyens d'aller se confronter aux autres, d'aller voir un peu ce qui se passe. On en a parlé juste avant sur la protection de la biodiversité. Est-ce que c'est un sujet fédérateur aussi en externe, le fait d'être dans une entreprise à mission? Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer en premier. Madame Nando, avec plaisir. Alors pour répondre à votre question, j'y répondrai favorablement. Oui, c'est vraiment fédérateur. Alors je reprécise qu'on est effectivement nous aussi au tout début, puisque notre qualité, on l'a obtenue en 2024. Mais là, on voit qu'on met en mouvement un certain nombre d'échanges entre les collaborateurs et donc les administrateurs, qui sont certes des clients, mais qui sont aussi attentifs à faire avancer les sujets sur le territoire et à les porter. Et donc ça, ce lien collaborateur et administrateur pour pouvoir illustrer les objectifs de mission et créer des preuves qui y sont associées, c'est vraiment essentiel. Et puis, je vois aussi un autre bénéfice, c'est vraiment le comité de mission, donc cette instance qui est nouvelle, qui est à créer, où on a une loi Pacte qui nous laisse le champ des possibles totalement ouvert, donc c'est très positif, mais aussi ça se construit petit à petit. Et d'avoir des partenaires donc dans ce comité de mission qui sont des personnes qui sont sur des qualités différentes, qui sont des personnes du territoire, qui ne nous connaissent pas forcément. On a dans le milieu bancaire notre jargon aussi et nos modes de fonctionnement. Et donc de devoir expliquer au sein du comité de mission comment on fonctionne, qui nous challenge par rapport au fait d'aller encore plus loin ou qui nous permettent de structurer cette démarche, c'est vraiment un point très positif. Merci beaucoup. Thomas Meyer, même question. Est-ce que finalement le fait d'être entreprise à mission, ça vous a ouvert des collaborations, je ne vais pas dire inattendues, mais plutôt positives, qui ne seraient pas venues sans ça? Alors la réponse est oui. Et en fait, ça fait écho à la diversité qu'on a là autour de la table. Au final, je me faisais la réflexion, on a des entreprises qui sont délégataires de services publics, grandes institutions mutualistes financières, une entreprise familiale ETI, une entreprise familiale qui est sur des produits avec des marchés à l'international pour lutter contre la nutrition. Nous-mêmes, on a une coopérative avec des artisans mécaniciens, électriciens et chaudronniers qui réparent des machines. Globalement, on ne fait pas du tout le même métier, on n'a pas du tout la même structure actionnariale, on n'a pas du tout la même taille, on n'a pas du tout le même marché. En revanche, il y a quelque chose qui nous lie, c'est l'envie de faire quelque chose qui nous dépasse ensemble et de faire ce quelque chose non seulement avec et pour nos équipes, mais aussi avec un souci de rendre au territoire et de s'ancrer dans le territoire avec quelque chose d'assez concret. Parce qu'au fond, on parle de nos collaborateurs, des équipes, etc. C'est des citoyens aussi. Par ailleurs, quand ils rendent leur badge à la fin de la journée, c'est aussi des gens qui habitent quelque part, qui vont emmener leurs enfants à l'école, qui vont ensuite voter aux élections municipales. Donc c'est ça le territoire, c'est aussi les équipes qui nous composent. À quoi ça sert d'être entreprise à mission et d'avoir cette attention portée au territoire? C'est aussi de faire écosystème avec ce qui nous entoure. Et faire écosystème aussi avec d'autres entreprises. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve en particulier dans la communauté des entreprises à mission que je représente ici comme trésorier, c'est de se dire qu'en étant ensemble et en échangeant ensemble, on a une capacité non seulement à coopérer sur des projets, mais aussi à partager un idéal qui nous dépasse. Et je crois que c'est ça au fond la mission. C'est un processus autocontrait public
pour choisir ses combats et pour choisir des combats qui nous dépassent tous. Et au fond de chaque être humain, il y a un truc de cet ordre-là, quoi. Au seuil de ma vie, si je me retourne sur ce que j'ai fait, à quoi j'ai contribué. Et je crois que l'entreprise à mission, c'est un joyau en France parce que ça rend accessible à toute entreprise, que ce soit une entreprise de l'ESS comme moi et du monde de la coopération comme moi, une entreprise traditionnelle, peu importe. Au fond, si tu choisis ton combat avec attention et avec finesse, alors tu es capable de faire mieux et plus que juste créer des sous pour payer des impôts, verser des dividendes et des salaires. Et ça, c'est quand même fondamental quand on a envie d'avoir un purpose individuel comme dirigeant. Donc la réponse est oui, et pour une raison simple, c'est que ça nous permet de faire écosystème économique et pas que avec son territoire. Alors c'est bien ce que j'ai ressenti moi en préparant et en échangeant, parce que c'est ce qui... Alors je pense que la salle le ressent aussi. Vous vous connaissez tous très bien, on le ressent. Et c'est pour ça que cette question elle est importante. J'aimerais vous entendre aussi, vous, Nicolas Ravier, sur le sujet. Vous êtes une entreprise familiale, certes, on est dans le transport. Alors c'est pas le même transport, puisque vous êtes plutôt dans les biens. Transdev est plutôt dans les personnes. Concrètement, est-ce qu'il y a des ponts ? Est-ce que finalement cette notion d'entreprise à mission, elle est fédératrice aussi, avec des ponts entre vous, sur des réflexions par rapport au métier, par rapport à des gestes métiers qui peuvent parfois être semblables? Je trouve qu'il y a deux réponses à ce que vous dites. La première, les ponts, oui, parce que par exemple chez Enway, les valeurs d'Enway, les dirigeants qui sont chez Enway, c'est l'entraide. C'est comment est-ce qu'on va s'entraider les uns les autres, c'est comment on met en avant la Normandie, etc. Et donc quelque part, on est ancré dans notre territoire. Même si nous, nos clients, c'est des clients internationaux. Hein. Il y en a peu qui ont leur siège en Normandie. Mais ça permet de mettre en branle on va dire une vision. Deric, il y a 10 ans de ça, c'était 80% du chiffre d'affaires en pétrochimie. Aujourd'hui, c'est moins de 20% et c'est 60% en alimentaire. Donc ça accompagne aussi une stratégie métier en fait. C'est comment, Thomas le disait très bien, comment on s'inscrit dans notre quotidien, dans le quotidien des gens. Mais après c'est un long chemin, on l'a dit avant, mais on va pas nos collaborateurs ne se lèvent pas le matin parce qu'on est entreprise à mission. Mais par contre, on a des valeurs. En fait, c'est un écosystème global. Il ne faut pas le réduire à un mot. Je pense qu'il faut le mettre dans un écosystème où l'entreprise vit et où les collaborateurs s'inscrivent. Et notre objectif, c'est de les engager. Et comment on les engage, si ce n'est à travers de remettre l'humain au centre des organisations. Et c'est vraiment l'objectif de l'entreprise à mission. À côté, nous, on est multi-certifiés. Si c'est pour parler processus, horizontal, vertical, etc., honnêtement, on serait pas. Vous avez autre chose pour ça, voilà. On est d'accord. Est-ce que je peux vous poser la même question, Agnès Canne-Gauthier ? Alors, même si vous n'êtes pas entreprise à mission, est-ce que finalement le fait que vous connaissiez, moi j'ai senti un regard très bienveillant de la part de Thomas Meyer quand il disait en fait non, je ne suis pas le premier. Il a même esquivé l'invitation qui disait qu'il était le premier à l'être. Vous avez vécu ce parcours-là, finalement vous connaissez tous très bien. On a pu échanger les uns avec les autres et limite quand je vous expliquais aux uns aux autres en préparation, voilà les autres compagnons que vous aurez à table ronde. Ah oui, oui, je le connais très bien. En fait, vous connaissez tous très bien. Est-ce que cet écosystème-là dont on a parlé, est-ce que finalement aujourd'hui vous en bénéficiez ? Est-ce qu'il vous apporte quelque chose, une valeur ajoutée complémentaire ? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la question que je me posais. Je pense qu'on se connaît bien, on s'est croisés aussi parce qu'on a des valeurs communes qui sont peut-être en amont même d'être entreprise à mission, et on a choisi ce chemin-là pour les mettre en pratique. Moi, ce que je trouve intéressant dans ces discussions, c'est d'entendre les différents types d'engagement. Vous avez utilisé le terme aussi beaucoup. Avec une certaine humilité, parce que parfois chez Nutri7, on va se dire on a un super mandat, donc du coup on est plus engagé, etc. Mais de reprendre de l'humilité sur les différents types d'engagement, les engagements humains, ceux qu'on doit avoir par rapport à nos collaborateurs, par rapport à notre environnement, et donc se reposer ces questions d'engagement et d'engagement au bon endroit. Et je trouve que ces discussions-là, en tout cas, vont me permettre ce soir de me reposer la question. Écoutez, très bien. Guillaume Maribaud, un petit mot sur ce sujet-là également. Quelle valeur ajoutée ça vous confère au-delà de tout ce qu'on a évoqué en interne, etc. Est-ce que c'est fédérateur en dehors de l'entreprise ? Alors, Transdevran, comme on l'a dit, c'est une entreprise qui existe depuis près de 150 ans, mais qui était assez auto-centrée sur la mise en œuvre de son service au quotidien vis-à-vis de la population, ce qui est déjà une mission de service public, on l'a dit. Là, l'objectif de devenir entreprise à mission, c'est aussi de s'ouvrir très fortement au territoire. Dans les objectifs qu'on s'est fixés, c'est quand même d'accompagner la population à adopter de nouvelles pratiques de mobilité.
Bon, et donc de s'ouvrir très fortement. Et il y a un deuxième aspect aussi, au-delà du comité de mission qui associe les parties prenantes du territoire à l'entreprise, c'est qu'on réfléchit sur le fait de créer un club des entreprises à impact positif, entre guillemets, pour essaimer à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent mutualiser un certain nombre d'actions. Je pense à la semaine de la mobilité qui a lieu en septembre, la semaine du développement durable, enfin tout un tas de choses que chacun fait un peu de son côté et où on se dit, ben voilà, nous, on fait des choses. Notre objectif, c'est aussi de les mutualiser et reprennent qui veut. Voilà. Bon, et c'est ça aussi notre objectif, c'est d'aller essaimer et de se tenir à la disposition de ceux qui veulent échanger justement sur les nouvelles pratiques qu'on met en place. Et comme ça a été dit par les uns et les autres, on le fait avec beaucoup d'humilité, mais simplement en disant, on ouvre le jeu, il y a des défis qui sont tellement énormes qu'on a envie de les relever tous ensemble. Merci pour cette réponse qui complète un peu les propos des autres. Thomas Meyer, je vais vous demander de reprendre la parole. On a parlé, vous êtes celui qui a le plus de recul vraisemblablement sur cette qualité, en tout cas sur vraiment la qualité d'entreprise à mission, hein, au-delà de Nutri7 qui avait fait effectivement lancer des démarches au préalable. Mais vous êtes celui qui, dans cette qualité-là, a le plus de recul. Je vais forcément vous taquiner, vous, un peu plus que les autres. Concrètement, quel retour sur investissement aujourd'hui vous êtes en mesure d'évoquer sur le fait d'avoir opté pour cette qualité d'entreprise à mission? Bon, alors effectivement. On attend d'ailleurs un retour sur investissement. Et lequel? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle retour sur investissement. Je pense que quand on est un entrepreneur et qu'on engage les moyens de son entreprise et ses ressources propres, à un moment, il faut qu'il y ait quelque chose en retour. Si ce que vous entendez par retour sur investissement, c'est combien d'euros rapporte le fait d'être entreprise à mission, sincèrement, je n'ai jamais fait ce calcul-là, j'ai pas envie de le faire, et en fait, je m'en fous un peu, à dire vrai. Est-ce que par ailleurs j'ai besoin d'être rentable? Bah oui, à l'évidence, puisque moi je suis une entreprise, je ne suis pas une association et je ne peux pas faire appel aux dons, donc j'ai besoin d'être rentable. En fait, ce qui est intéressant, je pense, c'est quel est le retour du modèle et de la qualité de l'entreprise à mission sur l'entreprise en général. Il y a des enjeux RH qui sont extrêmement consolidés, d'engagement, de marque employeur. Tu parlais de recrutement tout à l'heure, Nicolas. Nous, concrètement, on a fait x10 sur les entrées de candidatures spontanées entre avant et après. Alors, par ailleurs, on a communiqué dessus, donc c'est pas l'œuf ou la poule avec un flux immédiat, etc. C'est pas ce que je veux dire, mais on sent une corrélation quand même là-dessus. Il y a des enjeux sur la capacité à innover. On a fait évoluer notre offre, on a pivoter de certains marchés industriels traditionnels qu'on a décidé d'abandonner pour aller vers d'autres, en particulier les clean tech qui sont un relais de croissance pour nous. On a des enjeux d'optimisation, notamment de notre démarche environnementale, de meilleure maîtrise de notre empreinte carbone, de capacité à publier du reporting et des indicateurs qui sont très utiles pour nos clients industriels. Aujourd'hui, on est EcoVadis Platinum, qui est le degré plus élevé, oui. Ce qui nous a fait gagner un appel d'offres en Italie, juste pour ça. Et on n'aurait jamais pu être EcoVadis Platinum si on n'avait pas avant adopté la qualité de société à mission et préparé un certain nombre d'indicateurs qu'en fait on a transvasé dans le système EcoVadis. Donc il y a des bénéfices objectifs. Je pense qu'il y a aussi un truc qu'on a un petit peu évoqué, même pas mal, qui est finalement quelles sont les retombées autour de nous. Et ce faisant, comment est-ce qu'on crée quelque chose pour l'entreprise qui est bon pour son business, mais qui est aussi bon pour son karma? Et le fait de commencer à se poser la question de la logique territoriale, y compris quand, comme moi, on n'a pas une délégation de service public. Moi, mon métier, c'est pas d'opérer des bus pour les citoyens, c'est juste de réparer des bécanes, des machines. Bon, pour autant, j'ai le droit de me poser la question de savoir comment elle va à l'école du coin et qu'est-ce qui se passe sur la forêt d'à côté. Et puis, est-ce qu'on a réfléchi à l'érosion du trait de côte normand? Et puis, comment ça va marcher en 2050, les champs et l'agriculture normande? Quand je suis engagé dans l'agroalimentaire, c'est quoi l'impact qu'on peut avoir? Tout ça, ça nous aide à nous poser la question de savoir comment est-ce qu'une entreprise à mission, à travers sa mission, a certes un ancrage territorial qu'elle peut avoir, y compris juste en étant localisée et avoir des capitaux familiaux, mais aussi avec une volonté déterminée de rendre au territoire, d'œuvrer pour le bien commun, de faire quelque chose qui soit supérieur à simplement son intérêt. Et donc, je ne sais pas s'il y a un ROI, mais il y a en tout cas un retour sur territoire ou une empreinte territoriale qui est plus forte. Et je pense que c'est sans doute la prochaine étape pour les entreprises à mission. Maintenant qu'on commence à avoir du recul, c'est être capable de le démontrer. Parce qu'on a la sensation que c'est bien et qu'on fait bien et qu'on fait des efforts. On a des indicateurs par rapport au combat qu'on a choisi qui nous disent si on va dans la bonne direction. Maintenant, il va falloir voir ce qui retombe au-delà de l'entreprise. Et ça va être vachement intéressant comme prochaine étape.
finalement un impact pour l'entreprise, pour les dirigeants, pour ceux qui ont lancé cette démarche, mais a priori un impact aussi fort pour le territoire lui-même. C'est la conviction qu'on a et c'est l'ambition qu'on porte. Impeccable. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je crois justement qu'on continue dans cette démarche et dans cette notion d'impact sur le territoire, puisque nous allons avoir une convention qui doit être signée aujourd'hui avec la présence de Nicolas Maillé-Rossignol, maire de Rouen et président de la métropole Rouen-Normandie, accompagné de Madame Valérie Brissac, DG de la communauté des entreprises à mission. Donc effectivement, une étape assez importante et qui va d'autant plus justifier et accréditer ce qu'on vient de se dire sur l'impact que ça peut avoir sur le territoire. Moi, je vous remercie énormément. J'ai passé un moment passionnant avec vous et j'aimerais bien y passer encore 2 heures, mais vraisemblablement, vous êtes attendus par ailleurs. Je vous demande de les applaudir très très fortement avant qu'effectivement on puisse accueillir Monsieur Nicolas Maillé-Rossignol et Madame Brissac. Merci encore à vous.